les Anglais ont une autre dénomination pour ça. Ils appellent ces enfants des happy spitters, ces enfants qui sont des joyeux régurgiteurs. En fait, des enfants qui, vous les voyez régurgiter, mais ils sourient. Et alors qu'un enfant qui régurgite et qui a mal, eh ben lui, c'est pas un happy spitter, c'est un enfant qui a mal et qui a un reflux gastro-œsophagien. Alors, ce reflux gastro-œsophagien, c'est quoi? C'est la même chose, mais en fait en plus sévère. On revient à nos critères de Rome, c'est du liquide gastrique qui remonte dans l'œsophage. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, c'est pas joyeux pour l'enfant, mais c'est problématique parce que ça déclenche des complications. Ça déclenche une inflammation de l'œsophage, c'est-à-dire une œsophagite. Ça déclenche des apnées obstructives. L'enfant, il se met du liquide qu'il n'arrive pas à gérer au niveau de son pharynx. Ça déclenche une inhalation et donc une inflammation au niveau des voies respiratoires. Ça s'appelle aspiration en anglais. Ça entraîne des difficultés de déglutition ou même des problèmes de croissance. Et c'est ça qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien maladie. Alors, ce reflux gastro-œsophagien maladie, il correspond, lui, à une anomalie également, une anomalie anatomique et une anomalie de fonctionnement. Vous vous rappelez qu'on a vu tout à l'heure dans la constipation, le mode de fonctionnement du rectum et de l'anus, eh bien, il se trouve qu'au niveau de l'œsophage, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui se passe quand vous avalez un aliment? On a ici l'œsophage, on a ici l'estomac, on a ici la jonction entre la muqueuse œsophagienne et gastrique, on a ici le sphincter inférieur de l'œsophage. Et ce sphincter inférieur de l'œsophage, il est accolé au diaphragme qui représente un sphincter, lui, strié. C'est un peu comme le sphincter anal. Vous voyez, le sphincter anal, on a un sphincter lisse et autour un sphincter externe qui est strié. Eh bien, pour le sphincter inférieur de l'œsophage, pour l'œsophage, on a un peu la même chose avec un sphincter lisse et un sphincter strié derrière. Alors quand vous faites une manométrie œsophagienne, c'est-à-dire que vous mettez un tube dans l'œsophage et puis vous regardez les variations de pression, qu'est-ce que vous voyez? Si vous avez une déglutition, vous faites avaler un petit peu de liquide à l'individu que vous testez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez apparaître une contraction que vous initiez, comme ça, et cette contraction va commencer une onde contractile qui va se propager progressivement au niveau de l'œsophage. Vous voyez que cette onde, elle est ici à cet endroit-là, un peu décalée ici, un peu décalée ici, un peu décalée ici, et c'est cette onde qui va faire avancer le contenu œsophagien vers le bas. Et en même temps que vous avez cette initiation de l'onde, vous avez une relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage que vous voyez ici. Donc, en même temps que vous avalez, vous relâchez votre sphincter inférieur de l'œsophage. Si jamais vous avez du liquide qui remonte parce que le sphincter s'est ouvert, eh bien tout le liquide va redescendre parce que l'onde qui se propage va tout renvoyer dans l'estomac. Si jamais vous avez cette cinétique, vous n'avez pas de problème particulier parce que le liquide, il ne va jamais remonter dans l'estomac, dans l'œsophage. Mais de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle des relaxations inappropriées. C'est-à-dire que le sphincter inférieur de l'œsophage se relâche alors même qu'il n'y a pas de contraction en amont. Et dès lors que le sphincter inférieur de l'œsophage se relâche alors qu'il n'y a pas de contraction en amont, eh bien vous avez du liquide qui peut remonter. Et ces relaxations qui ne sont pas connectées avec une contraction, qu'on appelle les relaxations inappropriées, eh bien, sont considérées comme une des causes essentielles de reflux gastro-œsophagien. Vous avez également une autre cause qui est l'hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage, c'est-à-dire que le sphincter inférieur de l'œsophage est toujours à un certain niveau et de temps en temps, quand il y a une hernie hiatale, quand il y a certaines anomalies, vous avez le sphincter qui est toujours à un bas niveau et donc ce n'est pas une relaxation, mais c'est simplement l'absence de tonus du sphincter qui fait que le liquide va pouvoir remonter de façon relativement facile. Alors pour analyser ce reflux gastro-œsophagien, on a plusieurs moyens et l'un des moyens, c'est ce qu'on appelle la pH-métrie œsophagienne. Vous avez dû entendre parler de ça. La pH-métrie œsophagienne, c'est une technique selon laquelle vous prenez une sonde que vous descendez dans le bas de l'œsophage et vous analysez le pH du bas de l'œsophage. Normalement, le pH il est aux environs de 6-7 parce qu'on passe son temps à
ingurgiter de la salive est à pH 6-7, et donc on a en permanence un tamponnement de la partie basse de l'œsophage. Mais si le liquide acide remonte, eh bien on voit l'acidité du bas de l'œsophage, le pH du bas de l'œsophage qui baisse progressivement, et cette baisse progressive témoigne du reflux gastro-œsophagien. Vous avez ici une baisse du pH de l'œsophage qui témoigne d'un certain degré de reflux gastro-œsophagien. Alors, quelles sont les causes du reflux gastro-œsophagien? Maladie, on va les voir. L'une des causes qui concerne souvent le pédiatre, c'est le prématuré. L'enfant qui naît prématuré, il est immature, il a un reflux gastro-œsophagien très fréquent. C'est le retard développemental. Tous les enfants qui ont une maladie neurologique qui empêche un développement normal ont un reflux gastro-œsophagien. C'est certaines anomalies du tractus gastro-intestinal, certaines anomalies congénitales du l'oropharynx, du poumon, etc., etc. Et puis une cause très fréquente, c'est l'allergie au lait. Quand un enfant ne supporte pas le lait, parce qu'il est allergique au lait, on verra tout à l'heure les causes d'allergie alimentaire, eh bien ça déclenche des régurgitations ou des vomissements. Et cette allergie au lait est vraiment une des causes les plus fréquentes du reflux gastro-œsophagien de l'enfant. Alors quels sont les symptômes de ce reflux gastro-œsophagien? En dehors naturellement des vomissements et des régurgitations très fréquentes, c'est le retard de croissance, c'est le fait d'avoir du sang dans les vomissements, c'est quelquefois du sang dans les selles, c'est une anémie, l'enfant perd du sang et donc il se retrouve en carence en fer, c'est le refus d'alimentation et les difficultés de déglutition, notamment lorsque l'enfant a une œsophagite, il ne veut pas manger parce qu'il sait que ça lui fait mal, et d'une manière générale, une difficulté de finir les biberons, des pleurs excessifs. Alors qu'est-ce qu'on fait comme examen dans le cadre de ce reflux gastro-œsophagien? Eh bien, on fait de plus en plus, quand on a besoin, une fibroscopie. On fait parfois des pH-métries. On fait de moins en moins des transits ésogastro-duodénaux parce que on n'a plus besoin, grâce aux fibroscopies et pH-métries, et à l'échographie, on a beaucoup moins besoin de ce type d'examen. Et quelquefois, on fait une manométrie, mais c'est plus dans le cadre de maladies très, très spécifiques qu'on va rechercher, qu'on va faire une manométrie. Et cette manométrie, on va la faire dans certaines anomalies du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, l'endoscopie, voilà ce qu'on voit quand un enfant a un reflux gastro-œsophagien. Vous avez ici une endoscopie, vous avez une photo d'endoscopie, voilà. Alors, vous avez ici un aspect qu'on voit très fréquemment chez l'enfant. Vous reconnaissez ici la muqueuse œsophagienne. Vous avez ici la muqueuse gastrique qui est un peu plus marron. Normalement, quand on fait une fibroscopie, eh bien, on ne la voit pas remonter comme ça. La muqueuse gastrique, elle est juste derrière l'orifice hiatal. Et là, ça remonte un petit peu, ce qui montre qu'il y a une forme mineure de hernie hiatale ou ce qu'on appelle chez l'enfant une malposition cardio-tubérositaire, une situation très fréquente. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure que si l'enfant reflue, c'est parce que son œsophage abdominal est un petit peu court. Et lorsque on fait une fibroscopie, il y a un petit nourrisson qui reflue. Très souvent, on voit comme ça un petit peu de muqueuse gastrique qui remonte. Cette malposition cardio-tubérositaire va disparaître lorsque l'enfant se mettra en position verticale et que l'estomac va tirer un peu sur l'œsophage et que l'œsophage abdominal va s'allonger et que cette partie-là va être tractée vers le bas par le poids de l'œsophage. Et vous voyez que sur cette malposition cardio-tubérositaire, on a une certaine rougeur de la partie basse de l'œsophage qui correspond, cette rougeur, à ce qu'on appelle une œsophagite de stade 1. Il y a plusieurs types de graduations qui ont été données. Et quand vous commencez à avoir des ulcérations, comme vous pouvez la voir ici, eh bien, vous avez une œsophagite qui est plus sévère. Et là, c'est ce qu'on appelle un stade 2. Et quelquefois, l'œsophagite est encore plus sévère. Elle, au lieu de prendre simplement une partie de la circonférence de l'œsophage, elle prend presque toute la circonférence de l'œsophage. Et dans ces conditions, on parle de stade 3 d'œsophagite. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir cette malposition cardio-tubérositaire. On a des petites variations, notamment ce qu'on appelle la béance du cardia, c'est-à-dire que vous mettez votre fibroscope devant et vous regardez ce qui se passe, et au lieu qu'il se ferme complètement, parce que la cinétique du cardia fait qu'en principe le cardia se ferme complètement, vous le voyez qu'il reste ouvert en permanence, vous avez une béance du cardia, et cette béance du cardia
c'est aussi une petite anomalie du développement qui va guérir lorsqu'un enfant grandit. Ou bien vous pouvez avoir ce qu'on appelle une hernie hiatale. Vous avez vu tout à l'heure la malposition cardiotubérositaire. Eh bien, la malformation, là, elle est plus importante. Vous avez une partie de la muqueuse gastrique qui remonte à l'intérieur du thorax. C'est ça la hernie hiatale. Et vous comprenez bien que si vous avez une hernie hiatale, c'est-à-dire si vous avez une partie de la poche gastrique qui remonte dans le thorax, eh bien, la partie qui correspond au sphincter inférieur de l'œsophage qui est ici n'est pas du tout soutenue par le diaphragme œsophagien qui normalement est ici. Et donc, vous n'avez plus cette coordination entre le sphincter du diaphragme et le sphincter inférieur de l'œsophage, le sphincter lisse, de telle sorte que le liquide circule librement entre l'estomac et l'œsophage. Quand vous faites une fibroscopie, vous cherchez toujours s'il n'y a pas une cause gastrique de reflux gastro-œsophagien, et l'une des causes, c'est l'infection à Helicobacter pylori. On en a parlé tout à l'heure, on vous en reparlera en gastro-adulte. Helicobacter pylori, vous savez, c'est ce germe qui donne l'ulcère chez l'enfant. C'est un germe qui a été découvert il y a une trentaine d'années maintenant par des Australiens qui ont eu le prix Nobel de médecine pour ça il y a quelques années. Et chez l'enfant, c'est assez fréquent et ça donne cet aspect très particulier de la gastrite nodulaire. Vous voyez cet aspect de grainerie qui surélève la muqueuse. Dès qu'on voit ça chez l'enfant, on sait que c'est une gastrite nodulaire, on sait que c'est une infection à Helicobacter pylori. Quand on fait une fibroscopie chez l'enfant, on cherche aussi toujours s'il n'y a pas une situation très particulière qu'on ne voyait pas autrefois et qu'on voit maintenant. Je pense qu'on vous en parlera même en gastro d'adulte, mais on en parle de plus en plus maintenant en gastro pédiatrique. C'est ce qu'on appelle l'œsophagite à éosinophile, c'est-à-dire une maladie qui réellement n'existait pas autrefois ou quasiment pas et qu'on voit se développer maintenant en pédiatrie. C'est une espèce d'eczéma de l'œsophage, une maladie allergique au cours de laquelle l'enfant déclenche lors de l'ingestion de certains aliments des réactions au niveau de la muqueuse qui sont soit très caractéristiques comme ces granulations branchâtres ou comme ces stries longitudinales que vous voyez ici, ou encore comme cet aspect avec des anneaux qui font penser qu'on est à l'intérieur de la trachée. Ça s'appelle une trachéalisation de l'œsophage. C'est une maladie qui est liée, comme on l'a vu tout à l'heure, à une pathologie allergique et qui entraîne un reflux gastro-œsophagien chronique et qui peut être diagnostiqué que par l'endoscopie. Cette endoscopie vous permet de faire des biopsies. Ces biopsies montrent la présence d'éosinophiles dans la paroi de l'œsophage. C'est donc ça, l'œsophagite à éosinophile, qui va progressivement apparaître dans les cours que vous aurez sur la pathologie digestive et notamment la pathologie œsophagienne. Ça, c'était pour l'endoscopie. Maintenant, voyons la pH-métrie dont on a parlé tout à l'heure. La pH-métrie, normalement, vous avez un pH-mètre, une sonde qui vous montre un pH qui reste dans le bas de l'œsophage, toujours aux environs de 7. Eh bien, quand vous avez un reflux gastro-œsophagien, le liquide remonte, et quand il remonte, eh bien, ça fait des petites variations de pH. Et vous voyez que le pH descend et devient acide régulièrement. C'est un reflux gastro-œsophagien. Quand vous avez un asthme qui entraîne une distension thoracique et donc une espèce de traction de l'œsophage de l'estomac vers le haut, eh bien vous avez un reflux gastro-œsophagien très fréquent et celui-ci est souvent nocturne. Vous avez ici une acidification permanente de l'œsophage en période nocturne. C'est un sujet qui est asthmatique. Et puis là, vous avez ce qu'on voit chez l'enfant qui a des bronchites chroniques. C'est un tracé très particulier qu'on reconnaît tout de suite. Énormément de reflux dans la période diurne, rien lorsque l'enfant s'endort, et dès qu'il se réveille, hop, énormément de reflux. Ces enfants-là, qui ont des bronchites chroniques, quand on les met au traitement anti-reflux, les bronchites disparaissent. Quelle est l'exacte relation entre ce tracé et la bronchite chronique? On ne le connaît pas, mais en fait, c'est véritablement tout à fait caractéristique. On le voit bien encore ici, vous voyez, un enfant qui s'endort, il ne se passe rien, et dès qu'il se réveille, il a des reflux, et quelquefois des reflux qui sont assez importants. On va vite finir sur ce reflux gastro-œsophagien, et je voudrais juste vous montrer que le reflux gastro-œsophagien, il faut s'y intéresser, non seulement parce que chez l'enfant ça peut être un problème, mais aussi parce que c'est de plus en plus maintenant un problème chez l'adulte. Vous savez qu'on a de plus en plus de cancers de l'œsophage et que le cancer de l'œsophage est considéré comme étant la conséquence du reflux gastro-œsophagien qui entraîne ce qu'on appelle une métaplasie œsophagienne. Autrement dit, le liquide remonte
acide remonte, et à force de remonter dans cette muqueuse ésophagienne, qui est une muqueuse malpighienne non kératinisée, pas du tout la même muqueuse que l'estomac, eh bien vous avez une transformation de cette muqueuse, ça s'appelle une métaplasie, et cette métaplasie ésophagienne, qu'on appelle, nous, endobrachie-œsophage, eh bien cette endobrachie-œsophage, en anglais on dit œsophage de Barrett, Barrett esophagus, mais là en français c'est endobrachie-œsophage. Eh bien, vous voyez que la muqueuse ésophagienne, au lieu d'être ésophagienne, devient gastrique, et cette muqueuse gastrique que vous voyez dans le bas de l'œsophage, elle est dangereuse parce qu'elle peut se cancériser. Voilà, on va aller rapidement là-dessus. Voilà, le traitement anti-reflux, actuellement, compte tenu des problèmes énormes qu'on a avec les effets secondaires de ce qu'on appelle les prokinétiques, c'est-à-dire le motilium, le primpéran, etc., etc., ils ont tendance, ces médicaments, à être abandonnés pour être remplacés uniquement par les inhibiteurs de la pompe à protons, oméprazole, lansoprazole, Nexium, Oragastoro, etc. Alors en pédiatrie, on a un truc un peu particulier, c'est que ces médicaments, ils ont en général l'autorisation uniquement de mise sur le marché pour les enfants de plus de 1 an. Mais c'est pas grave. En pédiatrie, on a plein de médicaments comme ça pour lesquels on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché et qu'on utilise quand même. Et les inhibiteurs de la pompe à protons font partie de ces médicaments pour lesquels on a une utilisation qui est beaucoup plus large que ce qui est normalement autorisé par les autorités de santé. Voilà, alors j'enregistre, voilà. L'allergie alimentaire, c'est une maladie de plus en plus fréquente au cours de laquelle on réagit quelquefois de façon très violente aux aliments qu'on ingurgite.